Bonjour, je m'intéressais donc la semaine dernière au côté juif de Combray et je vais encore m'y intéresser aujourd'hui, comme j'ai consacré 2 leçons au côté catholique. Je m'intéressais au brouillon et au texte définitif et à l'apparition de cette question juive dans les brouillons, à la découverte du judaïsme de Swann. Et je vous rappelle très rapidement ce que nous avions vu la semaine dernière, que dans les cahiers Sainte-Beuve de 1909, et notamment dans le cahier 4, on était très rapidement fixé sur l'identité de Swann, alors que ce n'est plus le cas dans le texte définitif, par cette phrase « Monsieur Swann était juif, il était, quoique beaucoup plus jeune, le meilleur ami de mon grand-père qui pourtant n'aimait pas les juifs ». Et puis dans le cahier 8, ce qui est la mise en place de Combray, au printemps de 1909, il y a des petits changements puisqu'il ne s'agit plus du grand-père mais du grand-oncle, mais la présentation est aussi brutale. Monsieur Swann, quoique beaucoup plus jeune que lui, était le meilleur ami de mon grand-oncle. Et c'est assez bizarre pour plusieurs raisons, dont l'une était que Monsieur Swann était juif et que mon grand-oncle n'aimait pas les juifs. Vous voyez que le narrateur disait encore Monsieur Swann pour parler de Swann, il n'était pas aussi familier que dans le Combray que nous connaissons, et qu'on avait affaire à une sorte d'antisémitisme ordinaire, anodin, inoffensif, avant la naissance du héros, donc avant l'affaire Dreyfus, en tout cas. Un antisémitisme qui était l'objet de plaisanteries entre le grand-père ou le grand-oncle et Monsieur Swann. Et je terminais la semaine dernière en rappelant que Swann répondait à ces déclarations en faisant valoir que la morale évangélique, que la morale chrétienne était à l'origine la morale juive, charité, ou justice sans doute plutôt, solidarité, mot d'ordre même de la Troisième République, générosité et pardon des injures. Tout cela, disait Swann, eh bien, vous le trouviez chez les prophètes. Ce modèle, à l'ouverture de Combray, donc dans une exposition qui était beaucoup plus directe, si l'on peut, eh bien, il faisait de cette question une question centrale du roman, et cela a été encore repris dans les manuscrits de l'automne de 1909, lorsque Proust compose une première version de son roman qu'il propose à des éditeurs. On y trouvait dans cette copie qu'il dicte et qu'il retravaille les mêmes déclarations que j'évoquais la semaine passée. Et il faut ici se rappeler que cette dactylographie de 1909, qui est faite sur la base de ce manuscrit, eh bien, elle a circulé. Proust l'a donnée à lire, notamment à son ami Georges de Loris, et puis c'est la dactylographie qu'il a envoyée au Figaro pour qu'on en tire un feuilleton. Et donc cette version qui commençait, puisque c'est dans le tout début de Combray, qui commençait de la sorte, elle a été lue à la fois par Loris et par Bonnier, peut-être par Calmette, le directeur du Figaro. Je vous rappelle que dans les premières pages de cette version de Combray de 1909, je l'avais évoqué déjà à propos de ce grand-oncle qui était assez maléfique, puisque c'était lui qui faisait boire du cognac à la grand-mère, qui torturait la grand-mère en lui faisant boire du cognac. Et j'avais, il y a quelques séances, commenté donc voilà ce manuscrit, le copiste corrigé par Proust, où on avait vu ce que la grand-mère était, elle avait apporté dans la famille de mon père une mentalité si différente que tout le monde la plaisantait et la taquinait,
et j'avais commenté ce passage à propos de la difficulté généalogique dans Combray, puisqu'on avait l'air de la situer du côté, on avait l'air de se trouver non pas chez elle, mais dans la famille paternelle à Combray. Et au même feuillet où le grand-père, le grand-oncle taquinait en faisant boire quelques gouttes de cognac, on avait cette déclaration un peu terrible du héros, du narrateur en bas de la page. « Je crois que si j'avais eu une arme, j'aurais tué mon grand-oncle. » Dans le roman, il ne s'agira plus que de battre ma grand-tante et non plus tuer. Donc ce grand-oncle, c'est celui qui envoie l'enfant au lit, comme si on était chez lui, et qui est donc non seulement taquin, mais assez méchant. Or, dans cette première version de Combray, il y a encore une addition qui est tout à fait fondamentale et qui concerne le judaïsme ou la question juive et que je voudrais commenter un moment. C'est une addition donc que vous trouverez si vous vous intéressez aux variantes de l'édition de la Pléiade. C'est la variante C de la page 17 que vous trouverez aux pages 1099-1100 du tome 1 de la Nouvelle Pléiade de Proust. Et c'est un passage très intéressant, puisqu'il, là aussi c'est quelque chose qui disparaîtra complètement de Combray, puisque ce passage attribue les succès mondains, sociaux de Swann à sa mère, Madame Swann aînée, qui n'existe plus dans le roman. C'était elle qui déjà s'était élevée sur l'échelle sociale. Et cela donnait lieu à une analyse détaillée de la situation des Juifs dans la société française. Ces pages, auxquelles Proust a renoncé, sont particulièrement intéressantes de ce point de vue. Et les voici donc dans la dictée faite par Proust à son copiste, avant la dactylographie envoyée au Figaro. En réalité, vous pouvez suivre le texte que je vais vous lire, en réalité, Swann n'était pas, au point de vue mondain, aussi complètement fils de ses œuvres que j'ai l'air de le dire. Et Madame Swann, la mère, une créature délicieuse, une femme délicieuse corrigée en une créature d'élite, avait eu de son vivant quelques brillantes amitiés féminines. Certes, ces amitiés, Madame Swann ne les avait pas recherchées, elle céda seulement à la sollicitation de femmes élégantes qui, séduites par son intelligence et son charme, l'attirèrent de toute leur force. Voici donc cette copie dictée à l'automne de 1909, ce passage qui sera supprimé de la dactylographie. Ainsi, vous le voyez, non seulement les succès mondains de Swann avaient été précédés de ceux de sa mère, et cette Madame Swann n'était nullement ambitieuse, arriviste, ce n'était pas une intrigante, une parvenue, mais, nous dit-on, une femme supérieure, charmante, intelligente, une créature d'élite. Et peut-être le lecteur peut avoir le sentiment de retomber dans l'idéalisme ou le sentimentalisme que l'on rencontrait dans Jean Santeuil, une sorte d'imaginaire social avec des bons sentiments qui figurait dans le roman de la fin du siècle. Madame Swann est accueillie ici, semble-t-il, dans l'aristocratie déjà. Ces femmes, ces amitiés brillantes, ces femmes élégantes. Il n'est pas dit expressément qu'il s'agit de l'aristocratie, mais je crois que cela s'entend. Et elle a donc une sorte d'accès à la noblesse, à la cour. Mais ce commencement
d'ascension, ce commencement d'ascension. Il s'agit bien d'une réflexion sur l'ascension sociale de cette société juive du XIXe siècle, ce commencement d'ascension que son fils devait si brillamment parfaire dans un monde différent de son milieu bourgeois. Si Madame Swann ne le prémédita pas, vous voyez qu'il s'agit absolument de la disculper, de la justifier de toute intention de parvenir, encore faut-il dire qu'elle eût peut-être été incapable de l'accomplir si elle n'eût pas été juive. Donc, le judaïsme était la condition même de cette progression sociale, c'est-à-dire plus récemment bourgeoise récente, plus récemment bourgeoise que les autres femmes de son milieu, que les femmes des collègues de son mari, pas lestées, les femmes des collègues de son mari, pas lestées encore d'un poids mort de préjugés et de routines séculaires qui ne lui auraient plus laissé l'élasticité, la mobilité qu'exige un changement de milieu. Elle s'éleva à la façon d'une bulle plus légère et plus brillante qui monte silencieusement au milieu des molécules d'un liquide que leur cohésion voue à plus d'immobilité. Donc une théorie tout à fait passionnante. Proust énonce ici une thèse. Il s'agit bien d'une thèse sur la mobilité sociale des Juifs au XIXe siècle, sous la monarchie de Juillet, ce régime de l'orléanisme auquel nous avons déjà fait référence, le meilleur pour les Juifs de France, le Second Empire ou la Troisième République. Et cette thèse rend les Juifs mieux capables de sortir de leur milieu bourgeois, de leur milieu professionnel, parce que celui-ci ne représente qu'une étape dans une progression sociale, parce que ce milieu, c'est donc le milieu des professions libérales. Il est formé d'agents de change, d'avoués, de notaires, parce que ce milieu n'est pas le leur, qu'ils n'en sont pas encore prisonniers. Il y a cette idée de capture de la bourgeoisie par son milieu, comme elle n'en est pas prisonnière, comme les femmes des collègues de son mari. Alors on pourrait dire bien sûr que cette thèse n'est pas propre à Proust, mais qu'elle est souvent reprise à la fin du XIXe siècle, à la fois de manière positive, du côté d'un certain philo-sémitisme, que de manière négative, puisqu'elle a souvent servi à alimenter l'antisémitisme au moment de l'affaire Dreyfus. Je tourne la page et je poursuis, ou plutôt, je n'avais pas encore lu la dernière ligne, très intéressante aussi, fraîchement débarqué d'Orient, entre parenthèses, sa famille n'habitait la France que depuis 8 ou 10 générations, corrigé en 5 ou 6. Donc, Proust hésite, j'y reviendrai sur la définition même de ce fraîchement, 8 ou 10 ou 5 ou 6 générations. Et puis il y a une petite remarque intéressante qu'on peut faire. Vous voyez que le copiste avait entendu des guillemets. Fraîche, sa famille n'habitait en France que depuis 8 ou 10 générations. Guillemets, qui ont été ensuite corrigés par Proust en parenthèse. Comme si c'était une autre voix qui s'était exprimée dans cette phrase, comme si cette incidente était du discours rapporté. Sa famille n'est en France que depuis 8 ou 10 générations. Elle avait encore,
voyez qu'il y a beaucoup de corrections. C'est une rédaction qui est assez difficile parce qu'elle touche à des choses assez capitales, cette page. Elle avait encore cette instabilité, ce goût du nouveau, cette souplesse de l'organisme qui peut se prêter à ce qu'il désire, grâce auquel, beaucoup de corrections, grâce auquel un voyageur, à peine arrivé dans un pays nouveau, entreprend une excursion comme il n'aurait ni la force, ni le goût, ni même l'idée d'en faire dans le lieu de sa résidence et de ses habitudes. Et vous voyez comment tous ces termes sont, pourquoi il y a autant de corrections, tous ces termes sont évidemment profondément litigieux. Les habitudes, le voyageur qui a une énergie, une force que n'a pas celui qui est enraciné dans le pays. Donc, il y a cette force du voyageur, de celui qui arrive. Ces quelques amitiés, où elle fut attirée, je lis ce qui est sous bifure, où elle fut attirée et à l'appel desquelles les femmes des confrères de son mari eussent sans doute opposé une raideur articulaire, un non possumus physiologique, etc., c'est corrigé. Ces quelques amitiés, et Proust, vous voyez, comme souvent, lorsqu'il n'est pas content, on reprend le cahier des mains du copiste et corrige avant de continuer. Ces quelques amitiés, brillantes, qui l'élevèrent aux signaux appeleurs de qui les autres femmes du même milieu bourgeois eussent sans doute opposé, aussi bien que s'il lui avait été adressé du fond de la planète Mars, une raideur articulaire, un non possumus physiologique, statique, astronomique, tiré de leur soumission, tout ça c'est réécrit, tiré de leur soumission aux lois de la gravitation qui ne leur permettaient de ressentir les attractions qu'en raison inverse du carré des distances et à condition qu'elles parvinssent de leur monde entre guillemets. Ces amitiés brillantes, Madame Swann, qui n'avait aucune vanité, les dissimula facilement grâce au jeu innocent et naturel de sa distinction et de sa délicatesse à tout son entourage de femmes, de notaires et d'agents de change. Donc on a bien cette théorie, vous avez noté tout le vocabulaire scientifique qui est là développé. Il y a un mot sur lequel je voudrais insister, c'est celui de cécité mentale. L'épaisseur de leur cécité mentale de la bourgeoisie française, incapable de transgresser les limites de son milieu. Ce mot, j'y insiste parce qu'il ne réapparaît pas dans la réécriture. Tout le reste, c'est sur ces lois de la gravitation. Bon, tout ce morceau est donc entièrement supprimé dans Combray. Je dis peut-être à cause de son sentimentalisme, de son idéalisme à la Jean Santeuil, mais il propose une analyse historique et sociologique qui n'en est pas moins intéressante et une théorie de l'assimilation, de l'ascension sociale par les femmes. Ce sont les femmes qui précèdent les hommes, ou en tout cas la mère de Swann qui précède Swann dans ce mouvement social. Bon, c'est un vrai roman social juif auquel on a affaire avec une conception de la promotion sociale, de la conquête du monde, disons par une alliance de la nouvelle bourgeoisie juive libérale et de la vieille aristocratie à côté de la bourgeoisie ou contre la bourgeoisie, la petite bourgeoisie catholique, traditionnaliste, routinière, aveugle, étroite, fermée, clanique. Et on a ce qu'il en reste au début de Combray, tout ce vocabulaire de la caste telle que se représente la société.
dans la famille de Combray. Et vous voyez que cette théorie de l'assimilation et de l'ascension sociale est fondée sur l'idée d'une supériorité juive dans le monde moderne, puisqu'ils sont plus mobiles, plus souples, plus itinérants, plus adaptables, ascendants et sans conscience de classe. On retrouve là une idée de la fin du XIXe siècle, et de tout le XIXe siècle d'ailleurs, sur la meilleure adaptation des Juifs au monde moderne, depuis la Révolution française. L'absence d'ancienneté, de tradition française, d'enracinement, est considérée comme un atout irremplaçable dans la société moderne. Et c'est conforme, je crois que je citais la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, le livre important de James Darmesteter, Coup d'œil sur l'histoire du peuple juif, de 1880, qui est l'un des petits ouvrages capitaux dans la diffusion de ce qu'on a appelé le franco-judaïsme, l'alliance du judaïsme et de la France moderne, que ce soit, à ce moment-là, c'est la France de la Troisième République en 1880, insistant donc sur les facultés modernes qui sont celles des Juifs dans la France contemporaine. Je crois que j'ai cité aussi il y a une semaine ou la semaine précédente, je ne sais plus, Anatole Leroy-Beaulieu, le livre très important, Israël et les nations de 1893, où on retrouvait la même thèse reprise. Je crois que je le citais lorsque Leroy-Beaulieu faisait de l'anticléricalisme une source de l'antisémitisme, et Leroy-Beaulieu précisément mettait en garde contre cette thèse de la meilleure adaptation des Juifs au monde moderne, puisqu'il disait que cette exaltation du judaïsme était l'un des ferments, sinon le premier ferment de l'antisémitisme. Il disait au fond que cette thèse était très dangereuse. Néanmoins, on peut la retrouver dans la même période. On la retrouve chez Bernard Lazare. Au moment de l'affaire Dreyfus, elle est réaffirmée très fortement par Bernard Lazare. Et bien sûr, on sait combien cet argument sur la supériorité des Juifs dans le monde moderne a pu être à double tranchant, puisqu'il est fondé sur l'absence d'enracinement comme un atout dans un monde qui bouge, et comment il a pu effrayer et alimenter l'antisémitisme. Alors on aimerait bien savoir quels sont les textes que Proust connaît lorsqu'il développe surtout ces métaphores scientifiques, puisque vous avez vu qu'il y a des métaphores darwiniennes, un darwinisme social, lorsqu'il emploie les termes de milieu, d'adaptation, lorsqu'il évoque l'élasticité et la mobilité qui permet de s'adapter à un nouveau milieu. Puis ensuite, il y a ces images qui sont empruntées à la physique, bulles, molécules, immobilité. C'est un vocabulaire que Proust aime bien, celui des molécules, on le trouve ailleurs. Et puis, il y a ce vocabulaire de la mécanique. Donc, au fond, Proust passe par toutes les sciences disponibles, la biologie, la physique, la mécanique, avec ces lois de la gravitation, ces lois de Newton auxquelles sont soumises les femmes de la bourgeoisie française qui gravitent dans leur planète et qui sont incapables d'en sortir. Proust fait assez souvent, là aussi, allusion à ces lois de la gravitation lorsqu'il décrit le monde social. Par exemple, lorsqu'il décrit la différence entre la duchesse et la princesse de Guermantes, qui n'ont pas du tout le même tempérament, eh bien, malgré cela, elles se retrouvent toujours entre elles, dit-il, l'harmonie, l'universelle gravitation préétablie de leur éducation neutralisait les contrastes, non seulement d'ajustement, mais d'attitude. Donc il y a cette gravitation qui fait qu'elles s'entendent malgré tout. Ou on pourrait encore évoquer cette gravitation à propos de Legrandin, qui prétend
échapper à la gravitation universelle pour sortir de son monde. Mais vous voyez que la description que nous avons, c'est d'une société très hiérarchisée, très établie, avec une pluralité de mondes isolés, comme ces planètes, et avec ces planètes bourgeoises, ces planètes aristocrates, et Madame Swann ou d'autres femmes juives faisant les intermédiaires, les go-between entre ces différents mondes. Quant à l'Orient, nous avons vu cette image, fraîchement débarqué d'Orient. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Lorsque Proust parle d'Orient, en général, il s'agit bien de l'Orient, du Moyen-Orient, du Proche-Orient. Comme on disait, il ne s'agit pas vaguement de l'Est, de l'Allemagne ou de la Russie ou de l'Alsace, d'où vient la famille de Madame Proust. Il s'agirait donc bien du Proche-Orient. Est-ce que ça voudrait dire que Madame Swann mère, qui n'apparaît plus dans le roman, Madame Swann mère, est d'origine séfarade et non pas ashkénaze, séfarade au sens large, venue de l'Empire ottoman. Est-ce que ça veut dire ça? Lorsque Proust parle d'Orient, en général, c'est plutôt l'Empire ottoman, ou même des Juifs moyen-orientaux. Je crois que la semaine dernière, avec Pierre Assouline, on évoquait les Camondo, la famille de Nissim de Camondo. Bon, c'est une famille qui représente bien ce mouvement, chassé d'Espagne, passé par Venise, par Constantinople, et venu en France moins de 8 à 10 générations, comme Proust l'indique ici. Et je crois que, oui, nous évoquions la semaine dernière avec Pierre Assouline Nissim de Camondo, qui avait été abattu comme aviateur pendant la guerre, et à l'occasion qui avait fait que Proust avait envoyé une lettre à son père, Nissim de Camondo. Donc, tout cela nous renverrait vers une Madame Swann mère, plutôt séfarade, mais puisque c'est comme ça que Proust parle de l'Orient en général, mais on pourrait dire, à contrario, qu'il y a tout un usage qui identifie oriental et hébraïque, y compris chez Proust. Souvenez-vous de Nissim Bernard, qu'on a évoqué, je crois, aussi la semaine passée avec Pierre Assouline. Nissim Bernard qui entretient, c'est l'oncle de Madame Bloch, qui entretient un jeune commis à l'hôtel de Balbec, et il y a ces longs développements dans Sodome et Gomorrhe sur ces métaphores raciniennes, les emprunts à Esther et à Thalie, avec un long centon de citations de Racine, à la manière du grand-père, à Combray. Dans les premières pages de Combray, c'est le grand-père. Dans Sodome et Gomorrhe, c'est le narrateur lui-même qui fait ce centon de citations. Et Nissim Bernard, nous lisons à son propos ceci, dans Sodome et Gomorrhe, mais cette froideur, même la froideur de son commis, il va dîner à l'hôtel de Balbec pour observer le commis dont il est amoureux, qu'il entretient, et le commis se montre froid à l'égard de son bienfaiteur durant son service, mais cette froideur même plaisait à M. Nissim Bernard par tout ce qu'elle dissimulait, que ce fût par atavisme hébraïque ou par profanation du sentiment chrétien, il se plaisait singulièrement qu'elle fût juive ou catholique à la cérémonie racinienne. Et puis, quelques lignes plus bas, cet atavisme hébraïque devient un atavisme d'oriental pour décrire son plaisir au labyrinthe du Grand Hôtel. Par atavisme d'oriental, il aimait les sérails, et quand il sortait le soir, on le voyait en explorer furtivement les détours. Et suit d'ailleurs la même citation de la Juive que dans la bouche du grand-père, mais cette fois énoncée par le narrateur lui-même. C'est le narrateur qui l'apprend à son compte, se risquant jusqu'au sous-sol et cherchant malgré tout à ne pas être vu et à éviter le scandale. M. Nissim Bernard, dans sa recherche des jeunes lévites, faisait penser à ces vers de la Juive « Ô Dieu de nos pères ». C'est celui de Combray
dans la bouche du grand-père qu'il fredonne lorsque Bloch arrive à la maison. Proust, vous voyez, semble ici identifier atavisme hébraïque et atavisme d'oriental, hébraïque et oriental, ce qui peut ajouter au trouble jeté par ce Nissim Bernard, qui a un prénom séfarade, Nissim, et un patronyme askénaze, Bernard, alsacien, venu d'Alsace, Ber, donnant Bernard. Et, si vous vous en souvenez, il est le seul personnage du roman à utiliser un mot yiddish lors du dîner de Saint-Loup et du héros chez les Bloch à Balbec. C'est à propos de Bergotte. Et voici ce que dit Nissim Bernard. Je l'ai rencontré à plusieurs générales. Il est gauche et c'est une espèce de schlémil. Cette allusion au conte de Chamisso n'avait rien de bien grave, mais l'épithète de schlémil faisait partie de ce dialecte mi-allemand, mi-juif dont l'emploi ravissait M. Bloch dans l'intimité, mais qu'il trouvait vulgaire et déplacé devant des étrangers. Aussi jeta-t-il un regard sévère sur son oncle. Bon, c'est un passage que j'ai eu l'occasion d'analyser ailleurs, qui m'intéresse à cause de cette observation un peu absurde, là encore, déroutante du narrateur, cette allusion au conte de Chamisso. Car évidemment, Nissim Bernard ne fait pas allusion au conte de Chamisso, c'est le narrateur qui fait cette allusion. Nissim Bernard emploie tout simplement le terme yiddish auquel Chamisso, lui, fait allusion dans l'étrange histoire de Peter Schlemil ou l'homme qui a vendu son ombre. Et Chamisso écrivait à son frère, lorsque son frère a traduit la nouvelle, le conte était écrit en allemand, c'est son frère qui l'a traduit en français, et il lui écrivait pour lui expliquer ce terme. Schlemil est un mot hébraïque qui signifie Gottlieb, Théophile, aimé de Dieu. Dans le jargon juif, on appelle de ce nom des gens malheureux ou maladroits auxquels rien ne réussit. Un schlémil se casse le doigt dans la poche de sa veste, tombe sur le dos et se fracture le nez, et arrive toujours mal à propos. Explication de schlémil, mais vous le voyez, Nissim Bernard évidemment emprunte le terme yiddish qui lui est familier, non à la littérature, et c'est le narrateur qui utilise cette périphrase et qui fait allusion à Chamisso. Il y a donc une identité des Juifs et des Orientaux à laquelle Proust peut céder. Quant à l'autre indication que vous avez vue, ces 8 à 10 corrigés en 5 ou 6 générations, c'est évidemment beaucoup. Et on peut rappeler que la famille Weil, la famille de Madame Proust, est en France, venue d'Alsace d'ailleurs, depuis 3 générations seulement. La correction qui fait passer de 8 à 10 à 5 ou 6 donne un étrange sens au mot fraîchement. Elle me rappelle, je crois, une citation que je vous ai faite il y a quelques semaines à propos de la conversion des Juifs et de ce que disait l'abbé de Longrue sous la monarchie de Juillet. Baptiser un Juif, c'est perdre de l'eau. Un Juif restera un Juif jusqu'à la 10e génération. Donc il y a cette notion de 10e génération. En tout cas, la modestie, l'intelligence, la discrétion de Madame Swann, son absence d'arrivisme, d'arrogance conquérante, d'ostentation, voilà ce qu'ont été ses atouts, ses ressources, ses avantages dans sa progression sociale. Et on peut se souvenir ici de l'équivalence que faisait Madame de Gallardon. C'était elle qui doutait de la conversion quand elle disait « intelligent pour intrigant ». C'est la même chose. En tout cas, le texte continue comme ceci. Si ma grand-tante
trouvé en visite chez Madame Swann une femme inconnue du monde de la finance, autrement dit une aristocrate. Madame Swann, par amabilité pour ma tante, laissait un peu de côté l'autre dame qui ne pouvait prendre cet abandon pour du dédain et s'occuper exclusivement, absolument exclusivement de ma tante, qui, interprétant l'attitude de Madame Swann avec sa nature moins noble et sa conception moins raffinée de la politesse, se disait que, là aussi c'est un passage un peu crucial et difficile et donc beaucoup corrigé, se disait que si, alors ce qui est sous rature, c'est ce qui se disait que si celle-ci délaissait l'autre dame, c'était probablement de l'obscur fretin. La dame délaissée n'était certainement probablement. Et puis enfin, dernière rédaction, hein, Proust, reprenant lui-même la plume, se disait donc que du moment que Madame Swann délaissait cette dame pour elle, c'est que ce devait être de l'obscur fretin sémite. Hein, obscur fretin sémite. Bon, vous voyez l'intérêt constant de Proust pour cette stratification sociale compliquée. Le mot de fretin, c'est un mot que Proust utilise à l'occasion pour désigner la condescendance des Guermantes à l'égard d'autres familles de la noblesse. Lorsqu'on traite quelqu'un de fretin, c'est celui qui est souvent le plus proche. Par exemple, les Guermantes, pour qui, au-dessous des familles royales et de quelques autres, comme les Lignes, les La Trémoille, etc., tout le reste se confondait dans un vague fretin. Et puis, il faut ajouter que, là aussi, on a affaire à un cliché de l'antisémitisme de la fin du XIXe siècle, celui de menu fretin juif, désignant les gens de petite condition. Enfin, il y a deux clichés, la haute finance juive d'un côté, et de l'autre côté, le menu fretin juif. Et je trouve cet exemple chez Drummond, dans La France juive. C'est un passage assez intéressant, puisque c'est un passage où Drummond s'en prend à Gambetta, la nouvelle France de Gambetta, et dans le même paragraphe, on trouve une allusion à deux des paroles de Gambetta les plus célèbres. La première, c'est celle de Gambetta sur les nouvelles couches. En 1872, l'un des plus grands discours de Gambetta à Grenoble, où il fait appel à de nouvelles couches sociales pour prendre la place des privilégiés de l'Empire. Et Drummond, ayant cité ce discours de Gambetta, commente en ces termes « La nouvelle couche se composait de beaucoup de juifs avec un appoint de francs-maçons. C'était avec l'élément sémitique en plus l'éternelle tourbe, avide et sans pudeur dont parle le poète grec, Aristophane, dans Les Grenouilles. Le menu fretin d'étrangers qui n'aurait eu qu'à invoquer Jupiter fouetté d'esclaves, de gens mal nés et ne valant guère mieux, arrivés d'hier et dont Athènes n'aurait pas même voulu jadis pour victimes expiatoires. Donc le menu fretin d'étrangers vient d'Aristophane et il est transposé dans les Français fraîchement débarqués, comme dit Proust. Le pacte fut signé définitivement avec les Juifs quand Gambetta eut formellement promis la persécution dans ce mot qui fit de lui presque un roi, le cléricalisme, c'est l'ennemi. Seconde phrase parmi les plus célèbres de Gambetta, le cléricalisme, voilà l'ennemi, prononcé prononcé aux obsèques d'un de ses amis. Et vous voyez que on a bien l'illustration de la position de Leroy-Beaulieu que je décrivais, comment l'anticléricalisme est vu comme le motif de l'antisémitisme. Alors vous voyez que cet obscur fretin sémite, eh bien là aussi c'est une expression où il manque les guillemets, mais c'est du style indirect libre, c'est un mot de la grand-tante. Cette grand-tante qui, par antisémitisme, par
quiproquo, par manque d'usage du monde, prend l'aristocratie française, c'est l'aristocratie française qu'elle rencontre chez Madame Swann, pour de l'obscur fretin sémite. C'est ainsi qu'elle voit les hôtes de Madame Swann. Son antisémitisme lui interdit de percevoir la progression, l'élévation mondaine de la mère de Swann. Et bien sûr, dans le roman, a fortiori, ce sera le cas avec son fils, dont elle juge la politesse, l'empressement, l'obséquiosité caractéristique d'une médiocre condition sociale. Vous voyez que les erreurs du monde de Combray sur le statut social de Swann, son standing mondain, sont bien liées à cet antisémitisme familial beaucoup moins apparent dans le texte définitif, beaucoup plus implicite et sans doute plus tempéré. En tout cas, ils imaginent des barrières infranchissables entre les Juifs et le grand monde, qui est décrit comme un système de caste, rendant impossible d'en naître, d'y entrer, d'y parvenir. Et c'est pourquoi Swann est toujours jugé comme déchu, non ascendant, non arrivé. Ce qui est intéressant, je crois, de constater aussi que Madame Swann ayant disparu, elle disparaît du roman, elle est morte. Il n'est plus question dans les premières pages de Combray que de sa mort et du comportement un peu étrange de son mari, qui pense souvent à elle, mais chaque fois un peu. En tout cas, Madame Swann ayant disparu du roman, c'est le salon de Madame Swann, Odette, la jeune. C'est le salon d'Odette qui va reprendre un certain nombre de ses traits, qui subira la même métamorphose, qui réussira à attirer des dames de l'aristocratie grâce à sa discrétion et à sa délicatesse. Ce sont les mêmes qualités dont elle fera preuve pour parvenir. Et bien sûr, grâce aussi à son antidreyfusisme, cette fois. À propos d'Odette, dans Le côté de Guermantes, elle faisait profession du nationalisme le plus ardent, elle ne faisait que suivre en cela d'ailleurs Madame Verdurin, chez qui un antisémitisme bourgeois et latent s'était réveillé et avait atteint une véritable exaspération. Madame Swann avait gagné à cette attitude d'entrer dans quelques-unes des ligues de femmes du monde antisémites qui commençaient à se former et avait noué des relations avec plusieurs personnes de l'aristocratie. Mais le jour où on constate que Madame Swann, Odette, est arrivée, eh bien c'est une sorte de révélation parce qu'on ne s'en doutait pas en raison de sa discrétion. Et ça, c'est au début de Sodome et Gomorrhe. Et les personnes qui n'étaient jamais allées chez elle s'imaginaient qu'elle recevait seulement quelques Israélites obscurs et des élèves de Bergotte. Quelques Israélites obscurs, on retrouve ce cliché de l'obscur fretin sémite et des élèves de Bergotte. Et ce changement de situation, nous explique-t-on, ce changement de la situation d'Odette s'accomplissait de sa part avec une discrétion qui la rendait plus sûre et plus rapide, mais ne laissait nullement soupçonner du public enclin à s'en remettre aux chroniques du Gaulois, des progrès ou de la décadence d'un salon. Ce fut un vrai coup de théâtre quand on vit dans la loge de face, qui était celle de l'auteur, représentation de Bergotte, venir s'asseoir à côté de Madame Swann, Madame de Marsantes. Coup de théâtre qui est soudain rendu public, cette nouvelle auteur de son salon. Bon, bien sûr, Madame de Marsantes, comme on le sait, se verra opposer le jeu de mots mater semita, un peu plus loin, à quoi Gilbert Swann répondra encore un peu plus tard, pour moi c'est mon pater. Donc il y a là tout un fil qui se poursuit, mais qui reste à ce moment-là très discret. Et je terminerai avec ce passage, puisque vous voyez qu'il y en a encore un petit bout. Et si, maintenant, plusieurs années après la mort de M. et de Mme Swann, on avait dit à ma grand-tante que leur fils, qu'elle considérait plutôt comme imperceptiblement déchu par bizarrerie de goût et excessive simplicité de mœurs de la grande situation dite de belle bourgeoisie,
qui était celle de ses parents, que ce fils Swann, qui en tant que fils Swann était parfaitement qualifié pour frayer avec les notaires ou les avoués les plus estimés de Paris, privilège qu'il semblait laisser tomber un peu en quenouille si on avait dit à ma grand-tante, etc. Il y a là cette belle image, avec guillemets, là, de belle bourgeoisie, qui fait très ancien régime, cette expression de belle bourgeoisie. La belle bourgeoisie française, cette belle bourgeoisie fermée, étroite, difficile à pénétrer, dans laquelle on fraye avec les notaires et les avoués, tout ça qui nous renvoie à l'Ancien Régime et à la robe. Et Proust observe ce sentiment de classe de cette belle bourgeoisie face à une aristocratie plus ouverte. Eh bien, je l'ai dit, tout ça est biffé ensuite sur la dactylographie, tout ce qui concerne le judaïsme et l'antisémitisme, dont on avait vu la semaine passée ces allusions au meurtre rituel, ainsi que l'assimilation vue de manière favorable comme faculté supérieure d'adaptation des Juifs non enracinés, non sclérosés au monde moderne, suivant une théorie peut-être imprudente, maladroite, comme le dira le roi Beaulieu, qui mettait en garde contre la diffusion d'une telle thèse. Dans Combray, tel qu'il nous reste, on ne sait pas comment Swann a commencé son ascension sociale. On n'en a aucune idée. Le seul petit indice, on le trouve beaucoup plus tard dans Sodome et Gomorrhe, lorsqu'on apprend qu'il a été ami de M. de Charlus au collège. La famille de Combray n'en est pas moins décrite comme traditionnaliste en face de Swann et de Bloch. Bon, je vous avais rappelé que Bloch faisait l'unanimité contre lui, y compris du père et de la grand-mère, en général d'avis différents, et il fait l'unanimité par ce côté, ce côté transversal qui est le sien. Il serait malgré tout revenu à Combray, bien qu'il fût juif. Il n'était pourtant pas l'ami que mes parents eussent souhaité pour moi. Ils avaient fini par penser que les larmes qui lui avaient fait verser l'indisposition de ma grand-mère n'étaient pas feintes, mais ils savaient d'instinct ou par expérience que les élans de notre sensibilité ont peu d'empire sur la suite de nos actes et la conduite de notre vie, que le respect des obligations sociales, la fidélité aux amis, l'exécution d'une œuvre, l'observance d'un régime ont un fondement plus sûr que des habitudes aveugles, ont un fondement plus sûr dans des habitudes aveugles que dans ces transports momentanés, ardents et stériles. Ils auraient préféré pour moi, à Bloch, des compagnons qui ne me donneraient pas plus qu'il n'est convenu d'accorder à ses amis selon les règles de la morale bourgeoise. Morale bourgeoise, habitude aveugle. J'ai parlé il y a un moment de cécité mentale. On a bien là le retournement du topos que Proust connaissait bien, puisqu'il était longuement commenté par Émile Malle dans son livre sur l'histoire de l'art. On a un retournement du topos de la synagogue aveugle qui porte un bandeau sur les yeux et de l'église triomphante. C'est ce topos-là qui est retourné, et vous voyez que Proust revient à ce mot aveugle, cécité mentale pour les règles de la morale bourgeoise. En tout cas, dans Combray, de 1909 à 1912-1913, il n'y a plus de plaisanterie sur l'antisémitisme bontain, ni sur le meurtre rituel, d'ailleurs, et peut-être peut-on ajouter que la rédaction de Combray, ces années 1911-1913, coïncide avec le dernier procès pour meurtre rituel en Russie, l'affaire Mendel-Bélis, qui a été accusé en août 1911 d'avoir tué un enfant au moment de Pâques,
1911. Et ce dernier procès, après que la condamnation eût été requise par le procureur, s'est terminé par un acquittement à la fin d'octobre 1913, quelques jours avant la publication du côté de chez Swann. Et c'est une affaire qui a eu une énorme publicité. Mais je vous rappelle que cette croyance au meurtre rituel ne disparaît pas tout à fait du roman de Proust, et que c'est Albertine, élevée justement dans ce milieu bourgeois étriqué que décrit Proust, qui hérite de cette croyance dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Souvent, nous rencontrions les sœurs de Bloch que j'étais obligé de saluer depuis que j'avais dîné chez leur père. Ce dîner où Nissim Bernard a employé le mot « schlemil ». Mes amis ne les connaissaient pas. On ne me permet pas de jouer avec des Israélites, disait Albertine. La façon dont elle prononçait Israélite au lieu d'Israélite aurait suffi à indiquer, même si on n'avait pas entendu le commencement de la phrase, que ce n'était pas de sentiment de sympathie envers le peuple élu qu'étaient animées ces jeunes bourgeoises de familles dévotes et qui devaient croire aisément que les Juifs égorgeaient les enfants chrétiens. Donc l'antisémitisme revient au grand-père. Il est déplacé vers Bloch et les origines juives de Swann ne sont plus mentionnées que de manière très incidente au début de Combray, la parenthèse dont j'étais parti, tandis que son ascension reste mystérieuse et que sa mère est tout à fait effacée. Au lieu de lui devoir sa faculté d'adaptation, ses qualités de modestie, que lui doit-il dans le roman? Il lui doit sa maladie mortelle. Et on retrouve l'importance de cette hérédité, mais elle est tout autre. Lorsque Swann tombe malade, eh bien c'est la seule allusion qui reste à sa mère. La maladie de Swann était celle qui avait emporté sa mère, dont elle avait été atteinte précisément à l'âge qu'il avait. Nos existences sont en réalité, par l'hérédité, aussi pleines de chiffres cabalistiques, de sorts jetés que s'il y avait vraiment des sorcières. Et comme il y a une certaine durée de la vie pour l'humanité en général, il y en a une pour les familles en particulier, c'est-à-dire dans les familles pour les membres qui se ressemblent. Reste donc la ressemblance entre Swann et sa mère, ressemblance dans la maladie et dans la mort, sans plus aucune trace de cette intelligence sociale qu'il partageait dans les brouillons. On a pu faire l'hypothèse que Madame Swann, telle qu'elle était décrite dans ces pages, intelligente, créature d'élite, etc., ressemblait un peu trop à Madame Proust, et que cette concurrence avec la mère du héros était une des raisons pour lesquelles elle devait disparaître. En tout cas, Swann devient beaucoup plus énigmatique et peut-être aussi est-ce conforme à l'idée de Proust qu'il faut peindre à distance, comme dit Carlo Ginzburg, à la manière de Madame de Sévigné ou d'Elstir, par les effets, non par les causes. Donc, nous n'avons plus de portrait initial de Swann qui nous dise d'où il vient et l'explique par sa famille. Il est difficile de situer exactement le moment où cette inflexion a eu lieu, où Madame Swann a été éliminée et où d'autres rumeurs ont commencé à courir sur Swann, dont celle qui fait de lui le petit-fils naturel du duc de Berry. Vous vous souvenez peut-être que le prince de Guermantes, c'est le duc qui parle, l'aime beaucoup parce qu'il le croit petit-fils naturel du duc de Berry. Sans ça, vous pensez, mon cousin qui tombe en attaque quand il voit un juif à 100 mètres, dans une parenthèse. Et ce passage est commenté un peu plus loin dans Sodome et Gomorrhe. C'est que, sachant que la grand-mère de Swann
protestante mariée à un juif, avait été la maîtresse du duc de Berry, il essayait de temps en temps de croire à la légende qui faisait du père de Swann un fils naturel du prince. Dans cette hypothèse, laquelle était d'ailleurs fausse, Swann, fils d'un catholique, fils lui-même d'un Bourbon et d'une catholique, n'avait rien que de chrétien. N'avait rien que de chrétien est une correction, on lisait dans le manuscrit, n'aurait eu aucun sang juif dans les veines. Alors bien sûr, cette histoire du duc de Berry, pourquoi le duc de Berry? Eh bien, parce que Proust a lu, et c'est l'une de ses lectures familières, que je vous recommande d'ailleurs, les mémoires de la comtesse de Boigne. La comtesse de Boigne qui est l'un des modèles de Madame de Villeparisis, et c'est dans ses mémoires que Proust a lu le récit de l'assassinat et de la mort du duc de Berry qui, sur son lit de mort, a recommandé à sa femme et à ses frères sa nombreuse progéniture adultère. Il recommanda à sa femme, dit Madame de Boigne, 2 jeunes filles qu'il avait eues en Angleterre d'une Madame Brown. On les envoya chercher, ces pauvres enfants arrivèrent dans l'état qu'on peut imaginer. Madame la duchesse de Berry les serra sur son cœur, elle a été fidèle à cet engagement, etc. Et puis ensuite, il recommande les fils qu'il a eus d'une danseuse de l'opéra, etc. En tout cas, voilà l'origine de cette protestante mariée à un juif qui a été la maîtresse du duc de Berry, et puis qui devient catholique d'ailleurs quelques lignes plus bas. Elle est catholique au bas du même passage. Ça fait partie de ces incohérences qu'il y a souvent chez Proust. En tout cas, suivant cette fable, Swann serait un arrière-petit-fils naturel de Charles X. Et vous vous souvenez que le comte de Chambord voulait lui donner ranimer le nom d'une lignée éteinte, le comte de Chambord, qui est au fond qui lui est très proche. Oui, c'est ça, son père serait le frère naturel du comte de Chambord. En tout cas, avec cette généalogie, Swann n'aurait rien de juif. Il reste en tout et pour tout, et c'est, je crois, néanmoins important, que dans Combray, il est présenté comme un intrus, bien sûr pour le héros, puisqu'il empêche le baiser du soir de la mère, mais aussi face à ce chez-nous sur lequel j'avais insisté, le chez-nous familial. Le monde se bornait habituellement à M. Swann, qui, en dehors de quelques étrangers de passage, était à peu près la seule personne qui vint chez nous à Combray, quelquefois dîner en voisin. Et puis lorsqu'il vient, vous vous en souvenez, il est suivi non pas du grelot que la famille déclenche, toute personne de la maison, mais du tintement de la clochette pour les étrangers. Le mot « étranger » est là à plusieurs reprises, et lorsqu'on envoie la grand-mère en éclaireur pour découvrir qui est arrivé, elle rapporte des nouvelles de l'ennemi des assaillants. La famille, donc il y a toute une présence de ce vocabulaire de l'étrangeté de Swann. Et enfin, la famille de Combray reçoit ce grand courtisan, ami du comte de Paris, du prince de Galles, en le prenant pour un moins que rien, et on trouve encore une parenthèse amusante, avec la parfaite innocence d'honnêtes hôteliers qui ont chez eux, sans le savoir, un célèbre brigand, renversant le rapport de l'honnêteté et du brigandage, renversant en quelque sorte la charge de la preuve. Eh bien, j'aurais voulu continuer, mais je m'aperçois que je n'ai plus beaucoup de temps, avec la description à la fois du physique de Swann, mais j'y viendrai parce qu'il faut en parler. Toute l'ambivalence de Swann est encore là dans les descriptions
de son corps et probablement de son nom. Et donc je n'ai pas tout à fait fini aujourd'hui avec ce que je voudrais dire de ce côté juif et de la manière dont nous le découvrons par ces indices qui, d'Encombré tel que nous le connaissons, se substituent à cette explication par la généalogie familiale et notamment par cette généalogie maternelle. Il n'y a plus de mère et il n'y a plus que des indices assez ténus que le lecteur doit rassembler pour s'expliquer l'identité de Swann. Et je repense encore, comme je l'ai fait jusqu'ici, à ce lecteur naïf, ce premier lecteur que nous avons été un jour et qu'il est bon de chercher à redevenir pour lire le roman. Merci.